Alain Dieudonné. Je suis actuellement dans une micro-ferme que l'on a montée avec mon épouse en 2007-2008 et nous avons 3 enfants. Dans cette micro-ferme, on a développé une activité de maraîchage biologique, une vente de paniers et nous avons accueilli des woofers et petit à petit, nous avons senti que les gens avaient besoin de plus. C'est pour ça qu'on a réussi donc à petit avec eux monter un programme de formation. On est parti de petites formations d'initiation à la permaculture, à la mise en place d'un jardin. On a fait de l'attraction animale, on a fait de l'apiculture, on a fait des petites choses comme ça. Et on est arrivé à faire un vrai programme d'accompagnement sur une année pour que les gens puissent véritablement s'installer en micro-ferme. Une micro-ferme, c'est un lieu qui va être plus petit que la ferme actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fermes, c'est aux alentours d'une centaine d'hectares. Nous, notre micro-ferme, elle s'est implantée sur 5 hectares. Quand c'est une micro-ferme, on n'a pas forcément l'objectif de tout exploiter. On est sur un territoire et ce territoire, justement, en permaculture, on garde une partie sauvage, on garde une partie pour des animaux de compagnie, des animaux d'élevage de façon extensive, donc ça prend beaucoup plus de place. Voilà. Et puis, il y a des lieux d'expérience. Et puis, pour finir, il y a l'atelier principal. Donc, nous, finalement, la micro-ferme, du point de vue productiviste, on va dire, puisqu'il faut bien avoir un atelier productif, ça va être 3000 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est très petit. Et j'ai oublié un petit peu les abeilles qui se trouvent justement à la jonction entre le parc et puis le bois. Alors, voilà, donc c'est intéressant aussi que je parle du bois parce que micro-ferme, on essaye d'être dans la polyculture. On a le bois pour nous faire une ressource énergétique pour le chauffage. Dans ce bois, donc, on fait des prélèvements réguliers, mais sans faire de coupe, si vous voulez, comme on voit faire quand on passe en voiture au bord des routes. On coupe toute une parcelle et d'un seul coup, ça devient un désert. Nous, on part se promener dans le bois et en fait, on va couper les arbres malades. Donc nous, on coupe effectivement, en ce moment, on a des châtaigniers qui ont la maladie de l'encre et qui sèchent de par la tête. Et c'est des arbres qui sont condamnés. Et ben voilà, donc ces arbres-là, on les récupère pour faire du bois de chauffage. Les principales joies de la micro-ferme, c'est le retour à la nature. Quand je dis la nature, c'est aussi une densité où l'humain ne va pas saturer l'espace. On a la joie d'avoir des rencontres, mais on n'est pas sous pression par un environnement humain qui est sans arrêt sous pression, avec un téléphone qui sonne, avec des informations qui arrivent à toute vitesse. Retrouver la nature et retrouver sa propre nature en soi. Voilà, donc c'est déjà une certaine guérison en fait que l'on peut avoir au niveau personnel. Dans les formations que nous aussi on apporte aux gens, c'est pas que pour leur remplir la tête, c'est pas pour être à la mode et faire un retour à la nature. La plupart du temps, c'est parce que les gens en ont besoin. Souvent, c'est des gens qui ont décroché. On a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out. Ils arrivent dans un état où ils n'arrivent même plus à travailler. Donc, on a eu beaucoup de gens qui étaient en arrêt maladie. Voilà. Et finalement, on s'aperçoit que c'est des gens qui ne sont pas si détruits que ça. Parce que si on les met dans un environnement où justement il n'y a plus la pression, où il y a un environnement qui est riche, mais qui est accessible qu'en fonction de leurs demandes, de leurs besoins, on voit les gens qui petit à petit reprennent vie. Et si en plus on leur permet en fait de s'exprimer, si on les écoute, si voilà, on les aide à retrouver du sens, à faire un petit projet, on voit que finalement ça repart très vite. Alors après, on peut parler des difficultés. Il y a une première difficulté qui est due au système économique dans lequel on est. On est dans un système économique où la nourriture est dévalorisée. Ma grand-mère consacrait un tiers de ses revenus pour nourrir ses enfants. Aujourd'hui, je ne sais même pas si un quart, parce qu'il y a tellement de frais fixes à mettre aujourd'hui
Alors bien sûr, il y a toujours eu pour se loger, mais là, il faut rajouter les abonnements Internet, les abonnements de portable, il faut rajouter tout un tas de choses comme ça, si bien qu'effectivement, les gens ils sont attirés le plus possible sur le budget alimentaire. Et ça, si vous voulez, ça a des répercussions pour les gens qui sont à la production. Ça fait que les gens qui produisent, ce qu'ils valent, ça ne vaut pas grand-chose. Et puis comme en plus, on a fait le choix de ne pas faire de l'industrialisation, eh bien, comme on en fait peu, on vend peu de quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même la principale difficulté. Mais ce n'est pas une difficulté qui est inhérente à la vie elle-même. Ça dépend du contexte. Les difficultés de vie, eh bien, ça va être, par contre, le fait de passer d'une modernité, voilà, où on est très spécialisé, à la nécessité de retrouver une polyvalence. Quand il faut passer de la tronçonneuse au semoir et du tableau pour faire des formations à s'occuper des abeilles et en n'oubliant pas l'arrosage, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Donc ça, effectivement, ça fait faire des grands écarts. On peut dire que c'est un bon exercice de stretching. Voyez. Est-ce qu'on peut commencer une activité seul ou est-ce qu'il faut être deux ou plusieurs? Eh bien, ça dépend vraiment de la nature de la personne. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que si on se décide d'être seul, il faut avoir les reins solides et il faut être capable de le tenir pendant longtemps. Une installation, c'est quelque chose qu'il faut voir sur 10 ans, sur 20 ans. C'est pas une activité qu'on va faire comme ça pendant 6 mois et puis qu'après on va en prendre une autre. Donc ça demande vraiment de mûrir la question. Si on veut la faire seul, c'est pas juste parce qu'on est capable de faire le travail seul. Si on est seul sur l'exploitation, on va ne pas avoir de contact social. Donc il faut être capable d'assumer véritablement non seulement la partie compétence, capacité, à faire les choses seules, mais il faut aussi assumer la solitude. Après, le faire à deux, pour un couple qui est déjà bien constitué, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir remettre à chaque fois en cause ses propres projets, de les faire confirmer ou infirmer par une tierce personne. Ça permet d'avoir un début de complémentarité. C'est quand même très intéressant. Bon, après, effectivement, faut savoir aussi que l'expérience est rude. Donc, il faut que les deux soient capables d'accueillir cette difficulté. Il faut, au minimum, être un bon scout, quoi. Après, la question d'être plus nombreux, là, du coup, c'est comme dans toute entreprise humaine. Le facteur humain, on le connaît dans l'industrie, on le connaît dans les administrations, on le connaît dans les familles, on le connaît dans les amitiés. On sait que plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Voilà. Donc, pour une entreprise qui est un peu risquée, il faut être prudent. Il faudrait que chacun puisse avoir un domaine dans lequel il puisse être sûr de pouvoir prendre en charge les choses à sa façon et sur lesquels ils puissent ne pas être contestés. Ceux qui ont réussi à monter un projet et qui marche, et là c'est un projet qui a fait plus de 3 ans, le minimum d'investissement, 10 000 € avec le terrain, tout compris. Le matériel, de quoi semer, une petite serre, 10 000 €. On ne peut pas démarrer les poches vides, surtout s'il faut démarrer quelque part, il faut bien acheter un terrain. Un petit terrain, faut compter quand même minimum 3 000 €. Voilà, il y a des gens qui aujourd'hui pour 10 000 € ils trouvent pas. Mais il y a des endroits où on peut trouver quand même pour 3 à 5 000 € on peut trouver. Le paysan, c'est aussi celui qui fait le paysage normalement. C'est pas celui qui prend un rouleau compresseur pour mettre tout à plat, parce que ça c'est le désert vert. Donc on se dit que même si les gens travaillent en agriculture classique, même s'ils mettent des pesticides, même s'ils ont besoin de passer avec des outils qui font 40 mètres là, pour faire de l'épandage, on pourrait déjà avoir des haies qui soient autour de chaque parcelle. Et puis à l'intérieur de chaque parcelle,
on pourrait au moins avoir quelques lignes d'arbres, même si c'est tous les 50 mètres. Donc, il y a quand même des choses qui sont très faciles à faire sans contraindre les gens, sans leur compliquer la vie, sans remettre en cause leurs outils de travail. Donc, c'est ça qu'on aimerait bien faire passer comme idée. Pourquoi, justement, autour de chaque ville, avant de construire une zone d'activité, pourquoi on ne laisserait pas une zone de forêt, hein? Il ne s'agit pas que ça soit sur 30 km. Mais si on avait 1 kilomètre, 2 kilomètres, mais même qu'un seul petit kilomètre, ce ne serait pas beaucoup plus long pour les gens d'aller dans la zone d'activité en partant de la ville. Mais au moins, il y aurait une ceinture verte. Bon, c'est des choses qu'on entend parler de temps en temps, mais on ne les voit jamais arriver. Donc tout ça, vous voyez, c'est des idées qui sont assez simples et qui pourraient permettre effectivement de conserver une biodiversité qui puisse se répartir assez facilement autour de notre territoire. Donc, si on veut ne pas finir seul sur cette planète sans savoir quoi manger, quoi regarder, ça serait bien d'y penser, quoi.